Nous sommes en guerre. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut tout seul, et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent, et qu'au lieu d'être tournés vers l'extérieur du pays, ils se tournent un peu vers l'intérieur et qu'ils disent « Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un peu. » Avez-vous, oui ou non, reçu de l'argent liquide de Libye pour financer votre campagne? Quelle indignité. Nous sommes sur le service public, c'est une honte. Évidemment, votre téléphone est sur écoute. Vous y pensez quand vous téléphonez? Oui, naturellement, ça devient, comment dirais-je, intégré dans votre personnalité. Mais si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Bonjour, l'autre voix. Alors, pour revenir sur cette convocation qui a eu lieu le 2 décembre, il va falloir qu'on fasse un petit retour en arrière. Effectivement, depuis quasiment le début, je m'étais posé beaucoup de questions, sans vraiment m'opposer, mais poser beaucoup de questions sur cette situation sanitaire qu'on était en train de traverser. Et au moment où on s'est dit qu'il fallait porter le masque partout, y compris à l'extérieur, à un moment donné, c'était quand même à l'extérieur, il faut se rappeler qu'il fallait le porter, même si on était juste sur la digue de nos plages. Une petite anecdote amusante, une de nos plages d'un village côtier, puisque j'habite dans le Pas-de-Calais, près de la côte, c'était marqué le boulevard de la Liberté, et il y avait un panneau qui nous disait « Ici, le port du masque est obligatoire ». Bon, donc ça m'a fait quand même poser beaucoup de questions, parce que oui, effectivement, on porte le masque au bloc opératoire et ça nous pose aucun problème. Pourquoi ça nous pose aucun problème? C'est parce que l'ambiance du bloc opératoire s'y prête bien. Nous sommes en bonne santé. Nous ne faisons pas beaucoup d'activités, on est statique devant le patient qu'on opère. Ensuite, les salles de bloc sont aérées, l'air est renouvelé, donc c'est facile à supporter. On pourrait le porter pendant 8 heures, ça ne pose aucun problème. Par contre, le faire porter à l'extérieur, dans les rues, à des personnes qui ne sont pas forcément en bonne santé, qui ont insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire, à des endroits où il y a quasiment zéro risque de contamination de quoi que ce soit, ça me paraissait une aberration. Je me dis, là, il y a un truc qui va pas. Et en fait, j'ai profité aussi de tout ce temps du premier confinement. Rappelez-vous aussi ce premier confinement, en fait, toutes les activités étaient à l'arrêt, y compris les activités chirurgicales. C'est ça, une de ces aberrations, c'est que moi, je m'occupais, comme vous le disiez tout à l'heure, des personnes en situation d'obésité, qui sont considérées comme des personnes à risque. Parmi eux, il y a des diabétiques, des hypertendus, des personnes en insuffisance respiratoire. Mais je pouvais plus m'en occuper. Je pouvais plus les opérer. Je pouvais même plus les voir en consultation. Après, j'ai développé les téléconsultations pour continuer le suivi, mais à un moment donné, mon activité était complètement bloquée. Et j'ai donc profité de ce temps-là, où je pouvais plus consulter, plus opérer. On devait quand même venir à l'hôpital. Et j'ai fouillé sur Internet l'intérêt du port du masque, parce que j'avais été alerté par des personnes qui me disaient « Bah oui, mais vous le portez bien au bloc opératoire, on peut faire ça quand même pour vous. » Ça me paraissait pas très juste. Et j'ai entendu d'autres personnes qui me disaient « Mais même au bloc, ça sert à rien. » Alors j'ai dit, attends mon petit père, je vais te montrer que ça sert à rien. Puis j'ai fouillé des études pour essayer de trouver l'utilité du port du masque. Et à ma grande surprise, eh ben, en fait, il n'y a aucune étude qui montre l'intérêt du port du masque au bloc opératoire pour limiter les infections de site opératoire, ce qu'on appelle les ISO, infections de site opératoire. Ça veut dire que le chirurgien porte ou pas un masque, ça ne change rien sur l'augmentation d'infection des patients. C'était une grande découverte. En fait, il y a eu beaucoup de choses qui ont permis de limiter l'infection des patients qu'on opère, et on va pouvoir les détailler un peu, mais le masque, en fait, n'a eu aucune utilité là-dessus. Qu'est-ce qui a fait que on limite l'infection des personnes qu'on opère? C'est d'abord, c'est le lavage des mains. Et ça, c'est les merveilles que nous a fait découvrir le docteur Semmelweis, médecin hongrois, qui s'est fait traiter de fou par ses contemporains. Il avait réussi à faire diminuer les infections, ce qu'on appelait les fièvres puerpérales, c'est-à-dire après l'accouchement, aux dames parturientes, en les faisant passer de environ 34% à 3%. La seule chose qu'il faisait faire à ces
ses assistants qui devaient passer de la salle d'autopsie à la salle d'accouchement, c'est qu'entre les deux, ils se lavaient les mains. C'était aussi simple que ça. Donc ça a été une des plus grandes révolutions, et on lui a pas su gré de tout ça, puisqu'il est mort fou quand même. Hein. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu aussi la modernisation des salles de bloc. On a eu des doubles sas. Un sas d'ouverture, on se lave les mains, et un autre sas d'ouverture après. Et on limitait aussi le nombre de personnes qui rentraient, qui sortaient des salles. Et ça a fait diminuer les risques d'infection. Il y a eu aussi le fait que il y a eu fluidification de l'air, ce qui fait qu'on a facilité la ventilation dans les salles de bloc opératoire. Donc tout ça associé à l'hygiène du patient, la bétanisation du corps, on fait qu'on est quasiment à un stade d'infection de tissu opératoire, mais au ras des pâquerettes. Ce qu'on sait, effectivement, c'est la raison pour laquelle tout le monde porte un masque au bloc opératoire, c'est pour éviter ces postillons, mais on a constaté que même si on postillonne sur le ventre du patient, ça change rien sur les infections. Les patients ne sont pas plus affectés après. Le masque, non, n'a pas cette utilité-là. Il y a par contre une utilité pour laquelle c'est important pour l'équipe chirurgicale de le garder, c'est pour soi-même. Parce qu'on est toujours exposé à ce qu'on appelle les accidents d'exposition au sang. Des projections de sang. Une goutte de sang qui sort, et puis qui vient se poser sur le visage si on n'avait pas eu le masque. Donc si c'est sur la bouche, sur les fosses nasales, ça peut poser des problèmes. C'est aussi de la même façon que des chirurgiens portent des lunettes. Moi, j'ai la chance d'en avoir adapté à ma vue, mais ceux qui n'en ont pas portent des lunettes à verre neutre pour se protéger les muqueuses oculaires des accidents d'exposition au sang. Pour ça, c'est un intérêt absolument primordial. Et par contre, si on veut se dire c'est pour limiter l'infection du site opératoire, en fait, les études depuis 1975, j'ai tout épluché depuis plus de 50 ans, nous montrent que ça sert à rien. Alors c'est important de dire c'est depuis 1975 parce que régulièrement, on m'a donné des études plus récentes pour me dire si ça marche, la preuve. Et en fait, quand on regarde les études qui sont sorties récemment sur le Covid et qui essayent de nous montrer que ça marche, ce qui est intéressant, c'est de regarder, et c'est la plupart du temps, les médecins ne font plus ça, ils n'ont plus le temps de le faire. Il ne faut pas se contenter de l'abstract ou de la conclusion. Il faut regarder le corps du texte. Il faut regarder les chiffres, les graphiques. Parce que parfois, les graphiques sont différents de la conclusion. La conclusion, on peut prendre l'exemple de l'étude qui a été faite au Danemark. Il y avait 3000 personnes d'un côté, 3000 de l'autre. La conclusion, quand on la lit bien, c'est on recommande quand même de porter le masque. Oui, mais quand on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, il n'y a pas de différence. Il y a souvent eu, plutôt dans les études médicales, une espèce de volonté à aller vers un consensus. C'est-à-dire que c'est dans cette direction, on pose des recommandations, on n'y revient plus. Et c'est le problème de ces recommandations, c'est qu'après on cherche plus à remettre en cause. C'est très difficile à remettre en cause un dogme médical. Quand il est apparu, on a du mal à le changer. Et on va dire que c'est surtout que les médecins ont du mal à remettre en cause leur pratique. Les médecins. Oui, beaucoup de médecins ont du mal à remettre. Alors, c'est dû aussi au fait que on travaille beaucoup avec d'autres personnes qui vont penser la même chose que nous, et que c'est parfois difficile de s'opposer, d'être celui qui va donner la note inverse. Parce que ça maintient aussi dans une espèce de groupe. C'est plus confortable que de se mettre en situation de déséquilibre. En général, quand une idée nouvelle apparaît en médecine, elle est d'abord moquée. On va se rappeler la cœlioscopie. Ça a été quand même difficile pour les chirurgiens qui l'ont mise en place. Et ils ont été conspués, notamment dans les congrès pour ce qui me concerne de l'Association française de chirurgie. Il y a eu des débats et ça a été assez rude. Et pourtant, ça a finalement été accepté. Et il a fallu un virage pas facile à négocier pour l'ensemble de la profession. Donc, suite à ces découvertes que j'avais faites sur le masque et le fait qu'on nous l'imposait dans l'espace public, j'ai fait une première vidéo que j'ai postée sur un tout petit compte YouTube. Je pensais que ça resterait avec mes copains en famille, j'étais un peu naïf, pour montrer comment un chirurgien fait pour porter le masque, pour se laver les mains, etc. Et puis pour montrer que c'était une aberration de le faire porter en milieu extérieur. Ça m'a valu les foudres de l'administration de l'établissement où je travaillais. J'ai eu par la suite, je vais vous la faire courte, mais j'ai eu un blâme qui a été validé par mes collègues de la commission médicale d'établissement. Et il y a 2 ans maintenant.
et qui a été validé par le Centre national de gestion. C'est-à-dire cette espèce de millefeuille administratif qui existe entre le ministère de la Santé et les établissements hospitaliers. Par la suite, j'avais fait une vidéo au mois de février-mars 2021 sur la dictature sanitaire qui s'installait. Parce que, en fait, le premier ministre de l'époque avait dit à la rentrée scolaire, donc les vacances d'hiver, les enfants devront faire des tests PCR. Alors j'imaginais déjà les profs et les directeurs d'établissement essayer de planter des cotons-tiges longs de 20 cm dans les naseaux de mes enfants. Et là, en fait, c'est pas le chirurgien qui a réagi. C'est le père de famille, c'est le citoyen. Là, j'ai dit non, ça peut pas se faire. Et j'ai fait cette vidéo qui était un peu une vidéo colère, avec des petites pancartes sur lesquelles j'ai écrit certains noms interdits, sinon les algorithmes YouTube me retrouvaient. Et puis elle a traîné pendant 6 semaines sur YouTube avant que je sois dénoncé par je ne sais qui. Cette vidéo a ensuite été supprimée par YouTube après avoir fait 44 000 vues, mais reprise par d'autres plateformes. Donc elle m'échappe complètement, mais ça c'est pas grave, elle circule encore et c'est très bien. Il faut savoir que j'ai été à ce moment-là à nouveau convoqué par l'administration de l'établissement parce qu'il y a eu un signalement à mon encontre par un de mes collègues de l'hôpital. Un de mes collègues que je connais pas, on est à peu près 300 médecins, donc on peut pas connaître tout le monde, il y a des jeunes qui arrivent, mais c'est un médecin de l'hôpital qui m'a dénoncé, qui a fait un courrier au Conseil national de l'ordre des médecins, qui a fait descendre au Conseil départemental, d'où ma convocation au mois de juillet 2021 au Conseil départemental du Pas-de-Calais, où j'ai pu m'exprimer avec 2 médecins généralistes juste retraités, et qui avaient vécu la crise Covid de plein fouet également, hein. Et donc on a pu s'expliquer très fraternellement, très confraternellement. C'était un bel entretien. Mais par contre, il y a eu par la suite de cet entretien confraternel, c'est comme ça qu'on l'appelle, une plainte que le conseil départemental a déposée au conseil régional. Donc quand il y a une plainte, la procédure habituelle, c'est on convoque en chambre disciplinaire avec un juge, avec un jury composé de médecins du conseil régional. Donc avec avocat de l'accusation, avocat de la défense, hein, ça c'est des choses que je découvre. Et si on revient là-dessus, donc cette audience a été réalisée le vendredi 2 décembre dernier à Lille. Le président du conseil départemental, donc les plaignants le président était là avec l'avocate du conseil départemental. Donc on a pu aborder les choses clairement par rapport à tout ce que j'ai dit. Je pense que Maître Joseph a bien étayé la situation en revenant sur cette crise qu'on traversait, sur le fait que en fait je m'étais pas exprimé sur les vaccins en général, je m'étais exprimé sur l'obligation vaccinale qui arrivait et sur le fait que cette obligation venait alors qu'on interdisait des traitements précoces. Ça restera quand même une marque indélébile dans notre système de santé, c'est qu'on est interdit à des gens malades de consulter leur médecin et qu'on est interdit à des médecins de prendre en consultation leurs patients. Alors ça, c'est une dérive qu'on voit quand même depuis assez longtemps. Je me souviens quand j'étais jeune interne, il y a eu la tarification à l'acte qui est apparue et mes professeurs me disaient on est en train de marchandiser la médecine. Et ils voyaient pas ça d'un très bon œil. Et moi je comprenais pas très bien ce qu'ils voulaient dire à l'époque. Je trouvais même que c'était logique qu'on fasse attention aux dépenses de santé, étant donné que c'est quand même l'argent du contribuable que les hôpitaux utilisent. Et puis finalement on se rend compte que de plus en plus, et ça c'est souvent le rôle des administratifs des hôpitaux, et je pense particulièrement au DRH, c'est de chercher à faire en sorte que chaque équipe hospitalière fasse toujours mieux, mais avec moins. Avec moins en personnel et avec moins en matériel. Et cette crise du Covid a été celle qui nous a permis de catalyser encore un peu plus cette déshumanisation de la médecine et cette cassure complète du colloque singulier qui a lieu dans la consultation médicale entre le médecin
et son patient. Et non seulement ça, mais également, j'ai vu quand même assez, et je me suis beaucoup battu pour ça, mais j'ai vu quand même assez souvent des jeunes étudiants en médecine, des jeunes internes, un peu abandonnés à leur sort et sans avoir le compagnonnage nécessaire pour faire son métier, pour apprendre son métier correctement. Il y avait une chose dont je me targuais toujours et que je tenais, c'était un point d'honneur pour moi, c'était de me débrouiller quand un interne arrivait pendant 6 mois dans le service. Il fallait qu'on se débrouille pour que, au bout des 6 mois, il ait pu démystifier le bistouri et qu'il soit pas dangereux. Premièrement, ne pas nuire. C'est facile, on a une arme entre les mains. Donc il faut s'arranger pour que ce jeune étudiant qui va devenir un de nos pairs soit efficace et non dangereux pour ses patients. Donc il y avait à la fois ce colloque singulier avec le soignant et le soigné, et puis ce compagnonnage entre les jeunes qui débarquent et puis leurs aînés. Et on sentait petit à petit que ces choses-là s'effritaient. On est en train de vivre une difficulté dans notre système de santé, c'est que en fait, il y a plus d'humain. On perd l'humain. Non seulement ça, mais en plus maintenant avec l'époque Covid, dans les hôpitaux, il y a toujours le masque. Donc il y a une sorte de déshumanisation. On n'a plus accès au visage de l'autre. L'un et l'autre, patients et soignants, sont obligés de se cacher le visage. Alors, j'espère que ces choses-là reviendront quand même, parce que les médecins sont, dans leur grande majorité, des gens à une forte sensibilité humaine, mais on sent bien que ces dernières années, on a été un peu secoués. On a tous été un peu secoués par ça. Par contre, là où je voulais revenir par rapport au traitement et au... On n'est pas seul et on se met en lien avec des personnes qu'on n'avait jamais vues, qu'on n'aurait sans doute jamais rencontrées. Et ça, c'est vraiment une grande grâce de cette crise, c'est qu'on a été mis en lien avec des personnes absolument extraordinaires, enfin en ce qui me concerne, que ça soit localement, des gens qui font des actions dans leur coin, comme des personnalités qui prennent des paroles publiques. Sans cette crise, j'aurais jamais eu l'occasion d'être ici, par exemple. Mais ce qui est vraiment chouette, c'est de pouvoir se rendre compte qu'il y a des choses à faire ensemble et à construire. Parce que ce qu'on est en train de vivre là, c'est une crise profonde, pas seulement de la santé, c'est une crise profonde de notre société. Il y a une crise politique, c'est flagrant. Il y a une crise économique, ça on entre dans de plein pied. Une crise médiatique, tous les médias allaient tous dans le même sens, sauf certains, un peu plus dissidents. Et effectivement, sans avoir de possibilité de débat contradictoire. La médecine, et on l'a dit tout à l'heure, était en train de se déliter, la science est corrompue. La plupart des articles scientifiques ne valent pas tripette. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est des directeurs de publication de ces revues. Et tout ça est en train tranquillement de s'écrouler, mais c'est pas grave, hein, on va acquérir autre chose. Mais cette sensation d'isolement, et de souffrance aussi, de ne pas pouvoir à nouveau profiter de son outil de travail sur lequel on a été formé pendant autant d'années. Je vous assure que le bloc opératoire me manque, mais je n'y retournerai pas dans ces conditions-là, c'est très clair. Mais chaque personne qui actuellement est dans ce genre de collectif citoyen, toutes les personnes qui ont été suspendues, et modestement à ma petite place, je me sens parfois le porte-parole des suspendus, je vais l'être encore aujourd'hui. Toutes ces personnes-là se sont révélées d'autres choses à eux-mêmes. Tous les soignants que je connais sont tous partis sur autre chose. Du soin, mais du soin autrement. Ou un autre métier, mais qui les épanouit tout autant. Il y en a à peu près... Alors, c'est le terme générique de suspendu. Je vais y mettre dedans ceux qui, comme moi, je suis pas suspendu, on l'a dit en début d'émission, je suis mis en disponibilité, mais globalement, ça revient au même. Je suis empêché d'exercer. Pour revenir sur les soignants suspendus, je trouve que ça fait partie des scandales les plus monstrueux de cette crise. C'est que dans le pays des droits de l'homme, des Lumières, de Voltaire et de Rousseau, on a accepté que des personnes soient privées de leur outil de travail. En fait, quand on y réfléchit bien, c'est par délit d'opinion. C'est un délit d'opinion.
tout simplement. Ça n'a strictement rien de sanitaire. C'était une décision politique. Ils ont dit non, à un moment donné, sur une situation qu'ils estimaient ne pas être, dont les conditions n'étaient pas suffisamment claires pour pouvoir donner leur consentement. Pas de consentement. Et donc, c'est important aussi cette histoire de consentement, parce que beaucoup de personnes qui ont succombé à cette injection sans consentement, qui sont allées en pleurant, je pense à pas mal de femmes dans l'établissement où je travaillais, m'ont elles-mêmes parlé de viol. C'est-à-dire qu'elles ont eu l'impression d'avoir subi un viol. Et quand on y réfléchit, c'est une pénétration sans consentement. Mais même s'il n'y en avait qu'un seul soignant suspendu, c'est-à-dire une seule personne sur laquelle on lui dit du jour au lendemain, bah, tu te fais pas vacciner, tu dégages. Mais non seulement tu dégages, mais t'as plus le droit de travailler, t'as pas le droit à une indemnité, t'as pas le droit au chômage, t'as pas le droit à RSA, on te paye même pas une formation pour te recycler. T'as plus qu'à subir, et soit tu rentres dans le rang, soit tu crèves de faim. Et ça se passe au pays des droits de l'homme. Et s'il n'y avait même qu'une seule personne, une seule, qui serait dans cette situation-là, ça serait déjà un scandale absolument innommable pour notre République. On est en pleine période d'obscurité. Mais c'est tout, c'est pas grave. Il y a des tas de petites lucioles partout qui vont rétablir la lumière. C'est ce qui est en train de se faire. Le collectif Réinfo Covid, auquel j'appartiens depuis quasiment le début, a ouvert des tas de pistes sur tous les domaines, que ça soit dans la santé avec Réinfo Santé, que ça soit Covid soins pour les soins, que ça soit le syndicat Liberté Santé qui en est issu, qui défend bec et ongle les soignants suspendus et puis en prenant en charge à la fois des parts financières, mais également des aides juridiques pour les défendre les droits des personnes suspendues. Il y a eu des tas de choses comme ça. Il y a eu des artistes aussi qui se sont levés. On n'a pas suffisamment parlé des artistes. Il y a quand même, moi, j'ai eu des révélations, quoi. Je pense notamment à Eric Scarborough, qui pour moi maintenant est devenu un ami. C'est quelque chose de phénoménal qu'il a fait. J'ai eu en contact également via les réseaux sociaux un type qui s'appelle Fred et qui fait des dessins avec, vous savez, les monolithes qui font penser un peu aux monolithes de l'île de Pâques. Et ben, il a décrit toute notre situation Covid, avec ce genre de dessin. Et je me suis même servi de ces dessins pour illustrer le topo que j'ai fait sur le port du masque, sur l'inutilité et la dangerosité du port du masque à l'EMSIB, Association internationale pour une médecine scientifique indépendante et bienveillante, fin juin à Marseille, et pour réutiliser le même au Conseil scientifique indépendant au mois de juillet de la même année. Conseil scientifique indépendant qui était également issu de toutes ces réflexions qu'on a eues avec les membres du collectif Réinfo Covid. Donc vous voyez, Réinfo Covid en lui-même est en train de disparaître, mais c'est pas grave, c'était prévu. Mais par contre, il y a plein de beaux fruits qui sont apparus au-dessus. C'est comme un grain de blé. Un grain de blé, vous le mettez en une bonne terre, et ben il va donner un épi, il va donner beaucoup d'autres grains de blé. Mais le grain de blé, quand vous regardez dans la terre, ben, il a disparu. Mais il y en a donné 30, 60, 100 petits germes de blé. C'est ce qui s'est passé. Et alors c'est vraiment important. Et alors, je parlais des artistes, et il y en a un autre, je pense que ça serait sympa et intéressant d'en parler. C'est Manu, alors il a sorti un CD, il s'appelle Manu LBLG, Emmanuel Le Boulanger. Un livre un CD que je conseille, qui s'appelle Le Large, et là-dedans il y a une chanson qui s'appelle 3 points de suspension, qui m'a fait vraiment remuer aux tripes. Parmi toutes les personnes, les 200-300 personnes qui étaient là à la sortie du Conseil de l'Ordre, il m'a donné ça, il m'a mis ça dans la main. Et puis c'est tout. Et puis après je l'ai recontacté puisqu'il y avait son adresse mail derrière. Mais il nous a vraiment fait ça remue aux tripes quand même. J'ai 3 choses à dire. La première, c'est de toutes les études que j'ai fouillées sur le masque, je peux vous dire une chose, il faut que ça reste. Le masque est aussi efficace pour arrêter une contamination virale qu'un château de sable pour arrêter les grandes marées. Et croyez-moi, à Boulogne-sur-Mer, les grandes marées, on sait ce que c'est. Vous pouvez chercher, vous pouvez fouiller, vous ne trouverez pas d'études qui montrent. D'ailleurs, Anthony Fauci a même lui-même été obligé de reconnaître qu'il n'avait pas d'études là-dessus, sur l'utilité du masque. Même l'OMS reconnaît que le masque ne sert à pas grand-chose. Quand j'ai montré à mes enfants le communiqué de l'OMS qui date du 5 juin 2020,
sur les avantages et les inconvénients, il me regardait, il disait, mais papa, c'est une blague, c'est pas l'OMS qui a fait ça. Mais si, mon fils, c'est l'OMS qui a écrit ça. Allez voir, hein, 5 juin 2020, allez voir les avantages et inconvénients du port du masque, vous allez rire. Ça, c'est la première chose. Donc, ne laissez pas vos enfants, à nouveau, se faire masquer à l'école. La deuxième, et j'ai tiré d'une autre chanson de Emmanuel, c'est qu'il avait dit, et je trouve que c'est très beau, il faut la garder en soi, c'est « Il vaut mieux garder le cœur ouvert que les poings fermés ». Oui. Voilà, je pose cette phrase-là. Troisième chose, et avant qu'on passe la musique. Protégez vos enfants. C'est tout. Je le savais depuis toujours. La blouse et la trousse de secours, le concours et toutes ces années sur les bancs de la faculté. Les gardes au chevet des patients, passer trop loin de mes enfants, à prendre soin des plus souffrants. Tous ces destins que j'ai croisés, que j'ai portés, accompagnés, tous ces corps que j'ai soulagés, les pleurs des collègues épuisés, le courage d'un corps de métier, toujours debout bien qu'éprouvé, ces souvenirs tous imprégnés, là dans ma blouse immaculée, le matin où je l'ai pliée. Je veux pas rester à la maison, amputé de ma vocation. Pourtant, je suis ma conviction, à tort ou à raison. 3 points de suspension.